Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour une nouvelle fournée de top et de flop, cette fois-ci dédiée aux jeux vidéo. Et entre temps, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Alors avant de commencer, j'ai eu des personnes qui, via les commentaires, les réseaux sociaux ou autres, m'ont demandé si je comptais tester tel ou tel jeu, du genre Doom, Dark Ages ou autre chose. Alors déjà, merci pour votre confiance, ça me fait plaisir de savoir que que mon avis compte pour vous. Sauf que pas dans l'immédiat. Voilà, tout ce que vous me demandez si je vais tester, je ne sais pas. Je ne peux absolument pas vous le garantir. Une des premières raisons, c'est que j'ai pris une résolution et j'essaie de m'y tenir. C'est que comme j'ai une énorme quantité de jeux qui sont achetés depuis Mathusalem sur Steam et que je n'ai jamais testé, je me suis dit à partir de maintenant, les seuls jeux que tu achètes, c'est uniquement des coups de cœur, ceux que tu vas faire vraiment le plus vite possible. Pour l'instant, tant que tu n'as pas complètement fini la quantité de jeux que tu as acheté sur Steam et auxquels tu n'as jamais touché, tu n'achètes plus juste pour le fun. Là, c'est vraiment, tu gardes ton argent pour n'acheter que des trucs qui sont que vraiment tu veux tester tout de suite. L'autre raison, c'est l'argent. Je ne suis pas particulièrement riche, j'ai pas des fonds extensibles à l'infini, je ne suis pas suffisamment connu pour avoir des sponsors qui me payent pour chacune de mes vidéos. Le jour où ça arrivera, je serai heureux. Ou pas, ça dépendra de la gueule des sponsors. Et aussi le fait que, il y a certains jeux, quand tu vois en version dématérialisée qui coûte 80€ le jeu de la sortie, non, même si les jeux peuvent me faire envie, je vais pas dépenser presque 100€ pour un soft, ça c'est niette. Déjà que quand c'est pour une version physique, je trouve le prix complètement abusé. En dématérialisé, non, là c'est de l'arnaque, c'est tout. Y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Je veux bien admettre que les coûts de développement sont de plus en plus élevés, mais c'est pas aux joueurs de payer la facture. Donc en général, les jeux que j'achète, les plus chers, j'attends qu'ils soient à moins de 20€. Et vraiment, c'est parce que je tiens plus. Sinon, j'attends les soldes, je passe par Instant Gaming, donc c'est... Voilà, si je peux diminuer le prix au maximum, je vais pas me priver. Et je vous encourage très rarement à faire pareil. Ne mettez plus autant d'argent dans les jeux. Ne les achetez pas plein pot. Même si vraiment c'est des coups de cœur que vous voulez y jouer, non. Essayez de peser le pour et le contre, histoire d'être sûr que vous voulez vraiment bien y jouer. Attendez que les tests, les let's play commencent à sortir, regardez un petit peu le gameplay, et assurez-vous que c'est vraiment à ça que vous vouliez jouer, quoi. Parce que, non, on est dans une situation sociale où la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'argent, tout coûte de plus en plus cher, donc maintenant, si on prend un jeu vidéo, c'est vraiment, faut être sûr de la rentabilité. Même moi qui essaye de faire gaffe, il y a un certain, je me dis, oh putain, si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais franchement pas acheté. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'on me demande si je vais tester certains jeux, c'est justement, je veux pas me foutre sur la paille, est-ce qu'un testeur pourrait me donner son avis dessus, quoi, ce qui est compréhensible, je vais pas critiquer, je fais pareil. Bref, ne vous mettez pas sur la paille pour des jeux vidéo, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est un gros gamer qui vous dit ça. Bon, poursuivons avec les habituelles précisions. À partir de cette année, les tops et les flops seront réduits à seulement 10 places. En contrepartie, j'ai introduit différentes catégories pour y aborder ne serait-ce que succinctement tous les autres titres que j'ai pu découvrir au cours de l'année. Bref, cette année, 23 jeux se sont retrouvés dans le flop, contre 17 pour le top. Ce qui me fait un total de 40 jeux testés cette année. Sans compter ceux que je me suis refait personnellement pour le plaisir, quoi. Par exemple, je me suis refait Mafia Definitive Edition, j'ai rejoué à Dave the Diver, c'était des jeux plaisir, quoi. Je les ai ressortis parce que je les ai kiffés, mais c'était plus des découvertes, donc je vais pas en reparler. Au passage, c'est 2 jeux que j'ai testés dans des précédents tops, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Sachez ensuite que mes tops et mes flops ne vont pas se focaliser sur des œuvres sorties cette année, mais uniquement sur des jeux que j'ai personnellement découverts en 2025. Parce que suivre l'actu, c'est pas mon kiff, et parce que c'est pas parce qu'un jeu a plus d'1 an qu'il faut arrêter de s'y intéresser. Raison pour laquelle vous pouvez avoir droit à des jeux très récents, qui sont sortis cette année, tout comme à des titres qui sont plus anciens. Et enfin, gardez en mémoire que tous mes avis sont évidemment subjectifs. J'essaye toujours de donner un avis objectif à mes réflexions, mais gardez en tête que même un jeu qui est objectivement très bon peut se retrouver dans le flop parce que il m'est sorti par les yeux, quoi. J'ai pas supporté le truc, donc voilà. Bon, l'inverse est aussi vrai, mais je vous cache pas que ça a moins de chances de se produire. Ben,
on va pouvoir commencer avec la première catégorie. Alors celle-là, on peut difficilement faire plus simple. C'est la catégorie des jeux, que j'ai juste pas adhéré, quoi. Cette catégorie, elle est là pour les jeux, pour lesquels j'ai pas vraiment de haine, en fait. Je pourrais même pas, sincèrement, les accuser d'être mauvais. C'est juste que, le concept ou le gameplay, non, j'ai pas adhéré. Alors, on va commencer avec Cache Cleaner Simulator. En gros, l'objectif, vous sélectionnez des missions sur le Darknet et on vous envoie des billets que vous allez devoir classer en fonction des attentes. Alors globalement, j'ai trouvé le concept plutôt sympa, mais le fait de devoir spécifiquement vérifier chaque billet pour s'assurer s'il est faux, s'il est marqué, s'il est propre, qu'il faut ensuite faire gaffe à pas le paumer dans la masse, parce qu'au bout d'un moment, vous nagez dans les billets, quoi, c'est atroce, ça m'a un peu saoulé, quoi. Maintenant, le jeu reste correct, c'est plutôt bien pensé et assez original, mais devoir passer des heures à checker le moindre petit élément, ça m'a pas hypé plus que ça et j'ai très très vite fini par abandonner. God End. Alors, oui. Je vois pas comment c'est la critique autrement. God End est un beat'em all probablement parmi les plus exigeants que je connaisse. Vous incarnez le personnage de Jin, qui est le porteur de God End en fait, c'est ce qui est littéralement en mode furie, et vous allez devoir bourriner comme un sagouin. Mais littéralement, hein. C'est la première fois que j'ai lancé une partie. Au bout d'une heure, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais la main en feu, quoi. Le lendemain, j'ai joué 20 minutes et c'est là que j'ai compris que le niveau de difficulté était vraiment très élevé et que si je voulais vraiment réussir à prendre mon pied, il allait falloir que je m'entraîne pendant des heures et des heures et des heures, quoi. Ce qui m'a fait perdre la hype à mesure que la douleur revenait. Ça, plus le fait que les ennemis sont des putains de sacs à PV dès les premiers niveaux. Donc, si la description correspond à votre kiff, ouais, je vous le conseille. Perso, pour moi, ça a l'air d'être un bon jeu. En plus, le scénario a l'air bien barré, bien what the fuck, donc ça avait l'air assez marrant. Par contre, si la difficulté abusive nécessitant soit des réflexes de serpent pour s'en tirer, soit des entraînements de plusieurs heures, c'est pas votre cam, je vous conseille de faire l'impasse. Parasite Eve. Alors, ça fait partie des jeux que... voilà, il y a tout un panel de jeux qui existent, dont j'aurais voulu les tester à l'époque, et que j'ai jamais pu pour une raison X ou Y, quoi. En l'occurrence, Parasite Eve... j'avais pas de PS1 à l'époque où c'est sorti, et puis quand j'ai vraiment eu ma première console, on était déjà à la PS2, donc... donc c'était Parasite Eve, c'est une licence de jeux vidéo qui, pour l'époque, était quand même assez culte, mine de rien. Même aujourd'hui, elle a encore sa communauté de fans. Mais alors aujourd'hui, elle a complètement disparu du paysage vidéoludique. Vous avez déjà entendu parler de Parasite Eve depuis plus de 20 ans? Non? Moi non plus. Alors, le fait est que le jeu bénéficie d'un système de combat assez particulier, et que, perso, j'avais jamais vu ailleurs. En tout cas, il n'y a rien qui me revient en mémoire, quoi. Alors, il était très sympa, même si pas parfait. Sinon, il y avait des idées de gameplay qui étaient assez bienvenues, notamment tout ce qui est amélioration du matos et tout ça. Et le scénario était, ma foi, plutôt intéressant et intelligent pour un jeu vidéo qui datait d'avant les années 2000, même si là encore, c'était pas parfait. Maintenant, j'ai bien aimé, au point que il aurait dû arriver dans la vidéo des tops, jusqu'à ce que j'arrive au dernier tiers du jeu. Parce que à partir de ce moment-là, tu as une espèce d'explosion de la difficulté qui te fout en PLS, alors que jusqu'à présent, c'était quand même relativement simple, quoi. Mais genre, c'était devenu tellement hard que j'ai dû lancer des cheat codes tellement les ennemis étaient devenus monstrueusement pétés. Et vraiment, j'ai mis les cheat codes uniquement pour pouvoir finir le jeu. Et même avec le cheat code d'invincibilité, j'ai perdu 3 fois contre le boss final. Bref, à vous de voir si vous voulez le tester, mais soyez avertis que le final du jeu, il va sortir les gants de boxe parce qu'il considère que vous avancez trop facilement. The Pale Beyond. Alors, là, il y a littéralement aucun jugement de ma part. Je n'ai littéralement aucun argument contre le jeu. Pour la bonne et simple raison que j'ai joué moins d'1 heure, et je suis donc incapable de faire une critique constructive. Le problème étant que, pour ce jeu, quand tu vas sur la page du magasin sur Steam, tout est écrit en français. Et en général, ça veut dire que le jeu est en français, ou à minima des textes en français, quoi. Sauf que là, non. Le problème, c'est que d'une part, c'est un jeu narratif, donc avec énormément de textes, et tout est en anglais.
Mais pas genre un anglais basique que tout le monde peut comprendre. Non, là, c'est de l'anglais, rien que le premier dialogue. J'étais devant le truc, j'étais, mais il y a des phrases, je comprenais même pas ce qu'elle voulait dire. Et en fouillant dans le forum dédié sur Steam, j'ai pu comprendre que, les développeurs, pendant le développement, avaient promis qu'ils allaient faire plusieurs traductions dans plusieurs langues différentes, sauf qu'ils n'ont plus donné signe de vie depuis 2021. C'est littéralement comme Dreamfall Chapters ou Black Book. On promet de la localisation dans d'autres langues, mais en fin de compte, tu vas te faire foutre. Donc autre conseil personnel aux joueurs de Steam, faites toujours très attention à vérifier que le jeu sera bien dans la langue, dans une langue que vous pouvez comprendre, quoi. Dans le cas où l'anglais n'est pas une langue que vous maîtrisez particulièrement bien, je vous déconseille The Pale Beyond. Et ça me fait extrêmement chier parce que le concept il m'intéressait vraiment, quoi. SSX 3. Alors ce jeu a la particularité d'être aussi prenant que frustrant. En gros, c'est un jeu de snowboard qui est vraiment très cool sur pas mal d'aspects, mais a la fâcheuse tendance à très vite devenir très exigeant quant à la rapidité de vos courses et à la qualité de vos sessions de trick. Alors petite anecdote à mon sujet, si je ne joue jamais à des jeux vidéo de course, c'est parce que je suis extrêmement mauvais perdant. Ah mais rager sur Dark Souls, c'est rien à côté. Vous m'avez jamais vu m'énerver contre un jeu parce que j'arrivais pas en tête, hein. Là je sais que je suis quelqu'un d'insupportable, c'est pour ça que je ne joue jamais à ce genre de jeu. Et c'est pour ça que je déteste quand un titre va me dire « Allez, une session de course !» Va niquer ta mère. Non, franchement pour moi les jeux de course, c'est à bannir. Faut surtout pas me mettre dedans. À moins que ce soit très très facile. Je crois qu'un des seuls où ça a pu à peu près passer, c'était Mario Kart. Et uniquement parce qu'on était avec des potes et on était dans une optique de faire le plus de conneries possible. C'est tout. C'est le jour où je devrais vraiment jouer à un Mario Kart, non, c'est même pas la peine. Donc à moins que ce soit des courses où c'est vraiment très très facile d'arriver en premier, faut pas que j'y touche. Faut surtout pas que j'y touche. Donc si c'est votre kiff, les jeux de course, je vous conseille le jeu sans hésiter. Voilà. Parce que j'avais quand même passé des bons moments avant de m'énerver. Et si justement les courses exigeantes, c'est votre truc, je vois pas de raison de vous l'interdire. Par contre, si comme moi, le scoring fait ressortir votre côté Mr. Hyde, n'y touchez pas. N'y touchez clairement pas. Je pense que je testerai quand même un autre SSX parce que qui me semble est plus simple ou un truc comme ça. Je crois que c'est le World Tour, un truc comme ça. Donc je testerai quand même. Et si vraiment je pète un câble dessus, il sera dans le J'ai pas aimé de l'année prochaine. Puis c'est tout, quoi. Tales of Berseria. Alors, avant que les fans commencent à sortir les fourches, je vais poser le contexte. Je n'ai jamais joué à un Tales of de ma vie. Là, c'était littéralement ma toute première expérience et c'est un pote qui me l'avait vraiment conseillé, quoi. Alors, je sais pas si les fans hardcore seront d'accord avec moi ou si au contraire ils vont me dire que je me plante. Mais perso, si comme moi vous n'avez jamais testé les Tales of, ne commencez pas avec Berseria. Franchement, ne commencez pas avec lui. J'ai pas du tout adhéré ni à l'intrigue ni à l'univers, que je trouve franchement bateau et voilà, shonen basique, quoi. Et je sais que un RPG comme ça, qui dure quand même 50 heures, mine de rien, il faut s'investir avant que le scénario et le gameplay ça montre vraiment tout son potentiel. Non, là je peux pas, là, j'ai vraiment pas pu, j'ai insisté, j'ai tenu, j'ai réussi à jouer 3-4 heures, au bout d'un moment je me fais chier, je m'emmerde sur ce jeu, putain. Si vraiment faut s'investir durant des heures et des heures pour vraiment comprendre l'essence des Tales of, j'ai pas la motivation. Franchement, j'ai plus du tout la motivation de faire des efforts comme ça. Littéralement, à chaque fois que je lançais le jeu, j'étais en mode, allez, faut s'y remettre, allez, puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bon, si vraiment je m'amuse pas, et c'est même pas genre, c'était mauvais, donc du coup, j'avais des raisons de rager, de gueuler dessus, du coup, ça me donnait du grain à moudre pour le flop, et donc, j'aurais eu des raisons de gueuler dessus, quoi, Et donc, ouais, je me faisais du mal, mais au moins, j'aurais pu me faire une putain de catharsis en gueulant dessus dans le flop, quoi, Et là, même pas, voilà, encore une fois, ça a pas l'air d'être un mauvais jeu, c'est juste, je me fais chier. C'est pas ma cam, c'est pas mon kiff, donc voilà, le jeu a sûrement des très bons côtés, j'ai juste pas été foutu de les trouver. Until Then, alors,
Alors celui-là, ça va être un peu compliqué d'expliquer ce que ça fait. Autant, le jeu a un côté volontairement narratif. Donc il prend vraiment bien son temps pour se mettre en place. Peut-être même qu'il prend un peu trop son temps, hein, Mais le jeu m'a ennuyé. Ok, les persos étaient très intéressants, ils avaient l'air très bien écrits, et quelques points qui étaient plutôt intrigants, plutôt intéressants à se pencher dessus, mais pour moi, c'était impossible d'y jouer plus de 20 minutes sans me mettre à piquer du nez. C'est vraiment, j'ai dit sur le truc, ouais bon ok, je mets sur pause, j'arrête et puis je reprends demain. Alors, je suis sûr que les fans vont me dire, oui, mais c'est quasiment un visual novel, et les visual novels, bah, c'est pas prévu pour être archi interactif. Je veux bien. Sauf que les visual novels, en général, ils durent pas 15 heures. Donc voilà, je vais pas du tout vous le conseiller. Maintenant, je peux pas non plus davantage le critiquer. Bien, alors là, on arrive un peu plus bas sur l'échelle de l'absence de fun. En gros, c'est des jeux que j'ai trouvé pas très intéressants, ou pas très amusants, ou autre, sauf que là, je considère que ça commence vraiment à devenir des défauts, que ce soit pour le gameplay ou le scénario. On va commencer avec Le Capitaine est mort. Je sais pas si c'est moi qui suis singulièrement con, ou si le soft est vraiment pas fait pour moi, mais clairement, il y a un truc qui va pas avec ce titre. Grosso modo, ce sont de petites sessions relativement courtes, où vous allez incarner les différents membres d'un vaisseau spatial, pour les envoyer réparer plusieurs éléments. Au fil des tours, vous allez subir des alertes régulières, genre le téléporteur qui tombe en panne, un vaisseau alien qui vous tire dessus, ou qui se téléporte à bord, voilà, ce genre de choses. Sauf qu'à mon sens, j'ai trouvé le système très aléatoire. Ce qui fait que tu peux te retrouver complètement bloqué au bout de 2 tours de jeu. Ou alors le système est excessivement mal expliqué. Et c'est con parce que si le système avait été un peu plus souple, ne serait-ce que mieux me prendre par la main pour les premiers niveaux, que je puisse vraiment comprendre un peu le concept, et bah j'aurais insisté. Là littéralement c'était, j'ai fait 2 missions, j'ai fait, ouais ça marche pas, ok, d'accord. Donc voilà, ce perso je vous le conseille pas, à moins que vraiment l'aléatoire et le truc punitif ce soit vraiment votre kiff. Pour ma part pas du tout. Et même là je considère qu'il y a quand même un gros défaut dans l'équilibrage. The Punisher. Alors, celui-là, j'en avais entendu parler à l'époque de sa sortie. Encore une fois, hein, il fait partie des jeux que, j'aurais bien voulu tester, mais que la vie m'a dit non. Et comme, mine de rien, on avait eu une vidéo des joueurs du grenier qui littéralement lui faisait de la pub, et ça a achevé de me donner envie de le tester, quoi. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Déjà, le principe des interrogatoires qui sont sympas, mais à mes yeux, deviennent vite assez répétitifs, pas très intuitifs et voire carrément contradictoires. Mais surtout, c'est le jeu entier qui est juste ultra répétitif en vrai. À force de tout le temps canarder sans vraiment réfléchir, c'est juste chiant en fait. Donc au final, The Punisher sur PS2 est-il un bon jeu ? Pour moi, il a un bon potentiel, mais c'est tout. Juste du potentiel. Et un bon potentiel, malheureusement, ça suffit pas à faire un bon jeu. Submerged. Le jeu, il consiste en une jeune fille, dans une ville complètement envahie par les flots, qui se traîne son petit frère blessé et va devoir partir à la recherche de tout un tas d'éléments nécessaires à sa survie, notamment en escaladant certains buildings. Le gameplay est simpliste à l'extrême. Je pense que vous pouvez littéralement vous farcir tout le jeu avec une main dans le slip. Mais surtout, il est ultra répétitif. Le bon côté du jeu, c'est qu'il est très court. Perso, j'ai dû le finir en 1h30 à peu près. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Non, perso, je dirais non. Mais, pour une toute première expérience de gaming, pour quelqu'un qui vraiment n'a jamais touché un jeu vidéo de sa vie, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être un bon premier pas pour quelqu'un qui vraiment ne connaît pas les jeux vidéo. Mais pas plus. Franchement pas plus. Suicide Guy. Alors, on incarne une espèce de gros redneck alcoolique qui s'endort et va être coincé dans des rêves complètement chelous, dont le seul moyen de sortir est de se suicider. Donc c'est littéralement, ce premier niveau, vous êtes sur un train qui file à vive allure. Le but du jeu, ça va être d'aller sur les rails pour se faire écraser par le train et sortir du rail. Voilà, je peux pas faire plus détaillé.
Alors heureusement que c'était franchement pas un jeu que j'ai acheté cher, hein, en fait, il faisait partie de la période où je me disais, allez, je regardais les jeux qui étaient vraiment à moins de 2 euros, puis je me disais, allez, je prends ça, voilà, c'est parce que ça avait l'air un minimum sympa et fun. C'est pas sympa ni fun. J'ai à peine passé 1 heure dessus, j'en avais déjà marre. Je trouvais le truc ni très drôle, ni particulièrement intéressant, ouais. Donc franchement, je vous le conseille pas. Bien, on descend un nouvel échelon dans l'absence de qualité. Là, on est vraiment sur des jeux que j'estime mauvais, mais pas non plus suffisamment pour mériter une place dans le flop. Ou alors, c'est juste que j'avais plus de place dans le flop, et du coup, je me suis dit, bon allez, toi tu mérites d'aller un peu moins bas. Bedrotting. Alors, le concept de ce jeu est particulier. C'est assez original, puisque on incarne une jeune femme qui sombre dans la dépression au point de ne vraiment plus pouvoir se lever de son lit. Vous allez donc devoir, sans vous lever, gérer ses besoins que sont la faim, la soif, la pisse, mais également la santé mentale qui peut être singulièrement mise à mal par les nombreuses hallucinations qu'il faut absolument pas regarder. C'est assez décevant. Alors certes, je m'attendais pas à ce que ce soit les montagnes russes du fun, hein, c'est un jeu sur la dépression, donc c'est clair que ça allait parler de ça. Et si vous êtes un poil trop sensible avec le thème du suicide, je vous déconseille d'y jouer. Franchement, je vous le conseille pas. Cependant, autant j'ai trouvé le concept, vraiment le concept du jeu plutôt bien pensé et intéressant, autant c'est long, c'est répétitif, c'est pas intéressant quoi, Encore une fois, bien sûr, c'est un jeu sur la dépression, sur le manque de motivation, mais le fait est que le seul moyen d'atteindre la fin d'un niveau, c'est d'attendre. Et t'attends quoi, je dirais 3-4 minutes par niveau, hein, donc après le jeu se finit en à peu près 3 heures, donc et il coûte moins de 2 euros, donc ouais, si vous pensez que ça peut valoir le coup, voilà, testez, c'est vous qui voyez, parce que franchement il vaut pas cher. S'il avait coûté plus, je vous aurais dit non, c'est une arnaque, n'y jouez pas. Maintenant perso, non, je vous le conseille pas. Franchement, je vous déconseille d'y jouer, c'est vraiment pas intéressant pour ce que c'est. Gwent, The Witcher Card Game. Quand je jouais à The Witcher 3, j'avais adoré le Gwent. C'est-à-dire les parties de jeu de cartes que tu peux faire, voilà, qui sont carrément une mission secondaire à part. D'ailleurs, de mémoire, je crois que j'avais tellement kiffé que j'ai fait toutes les quêtes à 100%, donc... Et du coup, je me suis rendu compte que CD Projekt avait sorti Gwent, qui donc est un jeu entièrement basé sur ce jeu de cartes, et qu'il s'agissait d'un soft vraiment free-to-play. Donc je me suis dit, vas-y, teste et puis on verra, quoi, ça. Sauf que si, comme moi, vous n'êtes pas fan de multi, n'espérez pas pouvoir jouer en solo face à une IA avec plusieurs niveaux de difficulté. Non, le cœur du jeu, c'est vraiment d'affronter d'autres joueurs en ligne. Et pourtant, c'est sympa 5 minutes. Mais quand tu tombes sur des joueurs qui mettent des plombs à bouger une carte, je vous garantis que c'est absolument pas fun. En plus, l'ergonomie du titre est à vomir. C'est dégueulasse ce truc. C'est le moindre truc que tu fais, mais attends, je fais comment pour faire ceci, ça. Il m'a fallu plus de 20 minutes pour réussir à me repérer dans ce fatras. Non, c'est dégueulasse quoi. J'ai rarement vu un ensemble de menus aussi mal foutu. Et en plus de ça, ça te demande de farmer des tonnes de trucs. Oh, nique ta mère, hein, si je veux jouer au Gwent, c'est pour me faire des parties tranquillou, c'est pas pour me faire chier avec des paramètres à la con ou faire du craft à en plus finir. Vous êtes bien sympa, mais la prochaine fois que je voudrais y rejouer, je relancerai The Witcher 3 et j'y reprendrai infiniment plus de plaisir. Bien, nous voici arrivés à l'étape ultime. Voici donc venir mes 10 pires expériences vidéoludiques de 2025. Alors l'histoire, elle est plutôt sympathique. Nous allons incarner Jan Dolski, simple ouvrier envoyé pour terraformer une planète, il me semble. Je sais plus. Manque de bol, il va se retrouver unique survivant de son équipage. Or, pour utiliser la station qui vous sert de QG, il va falloir utiliser un système de clonage quantique, on va dire. C'est-à-dire que vous allez créer d'autres versions de Yann ayant eu des vies radicalement différentes, ce qui les a amenés à d'autres choix de carrière, un scientifique, un ingénieur, un mineur, etc. etc. Ce jeu est ultra frustrant, parce qu'il va falloir gérer tout un tas de ressources qu'on galère à farmer, vous êtes limité dans le temps, vous devez régulièrement accomplir des objectifs franchement pas évidents,
Et là, je suis pas juste en train de me plaindre, au moins c'est trop dur, quoi. Non, le problème, c'est que justement, c'est trop serré. Le tout premier chapitre, je l'ai réussi d'extrême justesse, et encore, j'avais fait 3 game over juste avant, donc je savais précisément de ce dont j'avais besoin pour réussir, et même là, mais je n'ai réussi qu'à partir, mais que quelques heures avant la date limite, quoi. Et je jouais dans le mode de difficulté le plus bas. Bon, vous me direz, faire ce genre de jeu aussi tendax en période de canicule, il y a mieux pour se calmer les nerfs. En soi, le problème, c'est pas les ressources. Alors oui, on les farme pas rapidement, il faut beaucoup de temps avant de débloquer des améliorations, et encore, il faut des ressources ultra rares avant de pouvoir lancer des recherches. Alors, certains vont certainement me dire, hein, j'ai l'habitude, que le vrai plaisir du jeu, c'est justement de réussir à le vaincre. Pas pour moi. Moi, je joue pour m'amuser, pas pour vaincre. Pour être franc, et c'est ça que je trouve extrêmement frustrant, c'est que le jeu est cool, mais il est tellement frustrant que je prends pas de plaisir à jouer. Je sais pertinemment que quand je lance, je vais galérer pendant des heures et des heures à devoir gérer le minage, la production, la bouffe, les pannes. Grosso modo, pour finir l'acte 2, sans aucun spoil, à un moment on te demande de fixer 2 objets en hauteur sur la map. Le premier ça a été, le deuxième j'ai galéré pendant des heures avant de retrouver de trouver le chemin pour y mener, c'est vraiment au point que je pensais que c'était un bug, que le jeu te fait, mais il y a aucun moyen d'y accéder, c'est pas possible. J'ai carrément été fouillé sur les différentes maps en ligne, mais vraiment j'étais en mode, mais je peux pas accéder à cette zone. Alors au final, si, et pour une raison que je peux pas expliquer, en dehors de mon sens de l'orientation complètement moisi, c'est juste que, je trouvais pas la zone. Je sais pas si c'était mal indiqué ou autre chose. Pour moi, c'était, il y avait un problème. J'arrivais pas à le trouver. Mais bon, ça, on va dire que c'était de ma faute. Bref, j'ai fini par le trouver. Sauf que, à ce moment, on était la toute dernière journée pour pouvoir partir avant avant le game over. Sauf que là, tous mes haltères me faisaient la gueule, parce que j'avais dû faire un choix cornélien, et comme plus aucun ne voulait bosser, je ne pouvais littéralement plus rien faire. Le problème, c'est que déjà, la gestion et la production des ressources te prend quasiment tout ton temps, t'as une quantité de missions quasi infinie qui te pop à la gueule toutes les 5 minutes, et en plus, faut gérer le moral de tes haltères. D'ailleurs, truc qui m'a beaucoup fait marrer, en fouillant le forum de Steam, je suis parfois tombé sur des messages de certaines personnes, certains joueurs qui se vantaient « Ouais, moi j'ai fini le jeu en difficulté maximale et à aucun moment mes haltères ils m'ont fait la gueule !» Alors, soit ces personnes mentent, soit ils ont eu un bug qui empêchait les haltères de se rebeller, soit les développeurs ont rehaussé la difficulté entre-temps. Parce que je peux vous garantir que les haltères se rebellent sans arrêt, alors que je m'efforçais d'être le plus souvent possible au petit soin pour eux. Sauf que tu peux pas faire ça, parce que si tu le fais, t'avances plus et tu meurs. En gros, le principe c'est que vous devez gérer toute votre base mobile et la faire se déplacer dès que possible dans une zone safe, parce que si le soleil se lève, vous êtes mort, c'est tout quoi. Donc je crois que t'as une trentaine de jours pour récupérer un maximum de ressources et faire avancer le QG. Alors vous allez me dire, oui ça va, 30 jours c'est long. Non, pas dans ce jeu, c'est pas assez, Parce que quand tu vois la quantité phénoménale de ressources qu'on te demande pour le moindre truc, que le minage est pas si rentable, que tu dois gérer les tempêtes qui causent des pannes, et donc vont te demander de réparer des trucs, et donc de regaspiller des ressources, mais également gérer le moral de tes doubles pour éviter qu'ils fassent des conneries, du genre s'amputer d'un bras, no fake hein. Donc il peut plus bosser, il sert à rien et il consomme des ressources, mais en plus il va falloir en consommer encore plus pour le soigner. Et dans le meilleur des cas, les haltères peuvent juste te faire la gueule et refuser de bosser. Et petit message à ceux qui voudraient me dire dans les commentaires « Non mais t'as pas compris, en fait, il faut construire telle salle, faire ceci pour que tout aille bien, Qu'est-ce que vous comprenez pas dans je n'ai ni le temps ni les ressources !» Et le pire, c'est juste ça en fait. Si on avait eu 2 fois plus de temps avant l'apparition du soleil, ou si les ressources s'obtenaient 2 fois plus vite, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de raisons de gueuler. Parce que le jeu, il serait pas facile pour autant. Ça resterait galère. Par contre, ce serait beaucoup moins frustrant. Et c'est d'autant plus con que j'aime bien le jeu en fait. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le délire, j'aime aussi beaucoup la mécanique de gameplay, mais on est tellement sans arrêt pressé par le temps que j'en profite pas et donc je m'amuse pas. Je m'amuse pas et je m'énerve. Passé le premier chapitre où j'ai vraiment compris que le jeu allait pas me laisser respirer, j'ai plus du tout éprouvé de plaisir à lancer des parties. Le but en lançant The Alters, c'était pas de m'amuser, c'était de bosser. Je suis désolé, mais c'est pas pour ça que je lance un jeu vidéo.
Et autant, j'aime bien quand un jeu me met de la pression pour justement me pousser à m'améliorer. Mais à partir du moment où lancer une partie, ça me donne juste l'impression d'aller bosser, c'est que le jeu il a raté son coup. Alors j'entends d'ici les pro hardcore gamers qui vont me hurler que de toute façon je sais pas jouer, et que si je ne sais pas apprécier la difficulté, je n'ai pas à en dégoûter les autres. C'est pas ce que j'ai dit, et c'est pas ce que je veux. Si votre kiff c'est les jeux coriaces, allez-y, faites-vous plaisir. Franchement, oui, là, si vous aimez en prendre plein la gueule, là oui, vous allez en prendre plein la gueule. N'hésitez pas, si c'est votre truc, foncez. The Alters, ça va être très bien pour vous. Sauf que, je m'adresse aux gens qui sont comme moi. C'est-à-dire qui ont besoin de plus de plaisir que de frustration. C'est bon, hein, je suis suffisamment frustré comme ça dans la vie de tous les jours, et j'ai pas en plus besoin de l'être avec les jeux vidéo. Et pour ces personnes comme pour moi, un niveau de difficulté plus bas, c'est vital. Parce que sinon, le jeu, il va juste réussir à nous énerver. Je vous jure que les 3 derniers jours que j'ai passés sur The Alters, fallait pas m'approcher. J'étais tellement sur les nerfs que ça m'avait rendu ultra agressif. Et c'est pas ce dont j'ai besoin dans ma vie. Après, je suis pas non plus pessimiste à 100%. 11-Bit Studio, c'est les créateurs de Frostpunk. Et je sais pertinemment que les premiers temps où leurs jeux sortent, il y a des réglages à faire au niveau de la difficulté, au niveau de l'équilibrage, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas problématique. Je pense que dans quelques mois, éventuellement dans un an, The Alters va avoir une difficulté beaucoup plus gérable. Ça, j'en suis persuadé. Quand Frostpunk 1 et 2 sont sortis, ça a été pas mal hardcore et ça a bloqué pas mal de monde. C'est pas pour rien que le niveau de difficulté a été rabaissé depuis. Ça, faut pas se mentir, hein, c'est pas parce que les pro hardcore sont les premiers à dire ouais c'est mieux comme ça, il faut qu'on en bave et tout, Ouais, mais t'auras aussi des gens qui vont dire non, c'est trop dur pour moi, j'y prends pas plaisir, j'y joue pas. Et donc les développeurs ils sont juste en mode ouais mais il faut que les gens jouent. Le concept de la difficulté c'est bien, il faut que chaque type de joueur puisse avoir un niveau de difficulté qui corresponde à ses besoins et à ses envies. Il y en a qui veulent vraiment des trucs ultra simple où vraiment ils vont rouler sur tout. T'en as d'autres où il y en a qui vont kiffer d'avoir juste ton perso il a 1 PV et en face de toi t'as une armée d'ennemis qui sont quasi invincibles. Ouais. Et au milieu t'en as des comme moi qui sont en mode du challenge c'est bien mais enfin je veux pouvoir progresser quoi, je veux pouvoir prendre du plaisir. C'est tout. Et tout ce monde il faut les prendre en compte. J'ai vachement divergé en fait. Ça c'était pas du tout prévu dans le texte, hein. C'est vraiment allez, mon cerveau il est parti en vrille là. Donc bref, attendons quelques mois, quelques années. Peut-être que l'année prochaine je vais remettre ce jeu dans les secondes chances pour voir un petit peu comment il a évolué. Mais en attendant, dans cet état-là, à moins que vous soyez fan de difficultés frustrantes, je ne vous conseille pas de jouer à The Alters. J'ai pas pu. Franchement, j'ai pas pu. C'est juste intenable. Étant un grand fan des jeux Les Deux Tours et Le Retour du Roi, que j'avais retrouvé sur émulateur, je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait le jeu vidéo de la communauté de l'anneau, donc autant en profiter. Et ça rend pas pareil, hein. Ici, point de beat'em all, nous avons droit à un RPG assez basique, et qui visiblement n'a pas eu les droits du film. Aucun personnage ne ressemble à son acteur, le doublage est au mieux bof, et au pire lamentable. Pour les graphismes, ça va, j'ai vu pire, pour l'époque, mais enfin j'ai aussi vu beaucoup mieux quoi. Le problème étant que le jeu commence par une série de quêtes dans la comté, en Adéobit, mais des quêtes qui n'ont aucun intérêt, et parfois même aucune logique. Bon déjà tu apprends qu'avant de partir, Frodon doit vendre sa maison à quelqu'un. Ok, je vois absolument pas pourquoi vu qu'il est censé revenir chez lui à la fin de l'histoire. Bon, je finis par trouver l'acheteuse de la baraque, mais elle ne veut rien entendre parce que il y a un problème de loup et il faut que le shérif s'en occupe. Il y a un shérif chez les hobbits, Ok, bon, on va dire ok. Sauf que pour que le shérif se sorte les doigts du cul, il faut sonner la cloche d'alerte. Ouais, ok, sauf que... pas moyen. J'avais beau lancer mes pierres dessus, la cloche, je n'arrivais pas à la toucher. Et 5 minutes après, je trouve, par hasard, le shérif qui est dans un bar. C'est ok, tant mieux, comme ça Frodon va pouvoir lui expliquer le problème et il va aller le régler. Non, y a pas possibilité. Il faut impérativement sonner la cloche. Ok,
c'est ce genre de RPG. Bon bah, niquez-vous en fait, j'ai autre chose à foutre de mon temps. Du coup, je me suis arrêté là, j'ai pas l'intention de m'y remettre un jour, et je vous déconseille très fortement de le tenter. Ouais, je me suis rendu compte qu'il existait un jeu vidéo, John Wick, qui est censé dérouler avant les films. En gros, vous savez la fameuse mission impossible qui a permis au héros de quitter le monde de la pègre? Ah voilà, normalement avec ce jeu on est censé faire cette mission impossible. Le jeu promettait un système de combat tactique qui se gère avec un chrono, et chaque mission vous permet d'avoir un replay où on voit le héros s'en sortir sans aucune pause. Bah c'est pas pareil qu'au cinéma, hein. Déjà, si vous avez un clavier AZERTY, vous pouvez le basculer d'office en anglais parce que le soft a pas du tout prévu de modifier les commandes. Ça commence bien. Ensuite, sachez que pour un système de jeu tactique, la difficulté est très mal dosée et ne vous fera aucun cadeau. Sans déconner, j'arrive à peine dans le premier niveau. Impossible de passer les 3 premiers ennemis. Vraiment, c'est le... Alors, j'essaie de m'accroupir, de faire des roulades, de me mettre à couvert, c'est pas moyen. Rien qui marche. Le pauvre John, il se fait systématiquement dégommer en moins d'1 minute. Alors, je me doute que l'univers de la mafia, c'est dangereux. Je comprends aussi que le système de stratégie tactique, ça demande un minimum de prise en main avant de pouvoir vraiment y arriver. Mais enfin, d'une part, c'est le premier niveau, frère, calme-toi. Et ensuite, je joue John Wick, pas un Pékin lambda. Alors c'est peut-être ma faute parce que l'enchaînement des faits m'a pas du tout donné envie d'insister, mais j'ai pas trouvé le jeu très bien optimisé, ni très bien expliqué. J'aurais pas été contre un niveau d'entraînement pour vraiment intégrer toutes les bases. Et c'est con parce que moi, comme je le dis souvent, j'adore la stratégie tactique, notamment la version XCOM qui, pour moi, a parfaitement réussi son système. Même s'il y a encore quelques progrès à faire niveau infiltration. Donc bref, j'ai été assez vexé par cette incursion et je vous conseille pas des masses de le tester. Et ce truc a été considéré comme un jeu. Le pitch, il y en a pas, ou alors j'ai pas joué assez longtemps pour le découvrir. Le principe, c'est que c'est un jeu de vélo qui va vous encourager à faire un maximum de figures pour gagner des points de style, mais aussi, et ça c'est un des rares points originaux, vous avez des quêtes secondaires, des petits défis chronométrés à accomplir dans chaque niveau. Viennent alors les premiers défauts. Alors je suis pas un habitué des jeux de sport, hein, donc peut-être que ceci explique cela, mais pour moi la maniabilité est à chier. J'ai dû faire 3 fois le premier niveau, je m'éclatais au sol toutes les 5 minutes. Quant au défi, déjà que le chrono est hyper serré, mais en plus ils vont parfois te demander de faire des tricks très précis, sauf que tu sais pas forcément comment les faire. Et vu que le tuto se résume tellement au strict minimum que ils auraient tout aussi bien pu ne pas en mettre, ça m'a franchement pas donné envie d'insister. Alors vous allez me dire, mais attends, si t'es pas fan des jeux de sport, pourquoi t'as testé celui-là? Tout connement à cause du titre en fait. J'ai vu BMX Triple X. Pourquoi le Triple X? Donc, curiosité morbide, j'ai voulu voir de quoi ça parlait. Donc vraiment, curiosité, là c'est me dit, un truc de BMX avec des stripteaseuses. Ça m'intrigue, ça m'intrigue très franchement. En gros, plus vous gagnez de points, plus vous allez pouvoir débloquer des vidéos de stripteaseuses. Je déconne pas. Il y a en tout 4 meufs, si je me plante pas, que vous allez pouvoir mater en train de se dandiner. Voilà. Vu que j'avais pas l'intention de me casser le cul pendant des heures sur un jeu qui me gonflait au bout de 10 minutes, j'ai utilisé les cheat codes, simplement, histoire de jeter un œil aux fameuses vidéos. Ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Si vraiment vous voulez mater quelques nibards à l'air libre, ouais, vous pouvez tenter, mais bon... franchement, ça vaut pas le coup. Niveau qualité des vidéos, niveau niveau effort qu'il faut faire pour le truc, non, clairement ça vaut pas le coup. Et je me demande même si c'est pas plus simple de trouver les vidéos en question sur YouTube. J'ai pas cherché pour le coup. Faudra vérifier si ils y sont vraiment. Mais à mon avis, c'était un des seuls arguments que le jeu pouvait proposer à ses joueurs. Pour le seul argument vraiment innovant qu'il pouvait tenter. Et surtout, cet argument marchait à l'époque. Parce qu'en 2002, tout le monde n'avait pas internet, et choper du porno à cette période, c'était compliqué, je vous cache pas. Maintenant, aujourd'hui, le jeu n'a plus vraiment d'arguments pour
pour être testé, quoi. Donc à moins que vous soyez vraiment dingue des jeux de sport où il faut faire des figures ultra stylées, peut-être que là vous aurez un avis plus constructif que moi. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille franchement pas le jeu. Je crois que je vais définitivement arrêter les AAA. Franchement, j'en ai marre à force. Chaque fois que j'en lance un, c'est la même chose. Je m'emmerde. Alors, commençons par les bons points. Horizon Forbidden West, il est beau. Ça c'est clair, il est très beau. Graphiquement, j'ai pratiquement rien à redire. Le visuel est impeccable. Bon, je continuerai à me plaindre jusqu'à ma mort que des beaux graphismes, ça n'empêche pas de développer un truc pour empêcher les textures de se traverser les unes les autres. Pareil pour tout ce qui est capture faciale, c'est là où Spider-Man 2 et Hogwarts Legacy, j'avais vraiment l'impression d'avoir des marionnettes sans vie, quoi. Là, j'ai vraiment réussi à voir le jeu d'acteur derrière. J'avais vraiment l'impression que oui, là, les personnages sont vivants. Bon, maintenant on va passer au point qui va énerver les puristes. J'ai joué pendant 3 heures avant d'abandonner. Vraiment, je ne pouvais plus, j'avais aucune envie de continuer. Alors oui, l'univers il est très grand et très vaste et en même temps ultra limité. À l'œil ne peut pas escalader où elle veut, ce qui est déjà super frustrant. Très vite, j'ai mis la difficulté en mode histoire, donc la plus basse possible. Pas parce que je trouvais le jeu dur, juste parce que je déteste les mobs qui sont des putains de sacs à PV. Et vu que beaucoup de quêtes te demandent justement de massacrer du mob pour progresser, je me suis dit que ça raccourcirait un petit peu le truc quand même. Pour autant, les mobs continuent à te réclamer beaucoup de coups avant de crever, et ce, même en visant les points faibles. Les combats sont hyper classiques, c'est le système de l'arc, la roue des armes pour changer de munitions, le système d'infiltration est basique as fuck comme dans tous les Assassin's Creed-like. Dès que tu commences, on te demande de récolter 1 milliard de trucs, que ce soit des plans, des morceaux de métal, on te file un craft qui est basique et inintéressant. Après, j'ai tenté de voir pour les quêtes annexes, qu'est-ce qu'on me propose ? Va buter des machines, va chercher tel ingrédient, apprends à jouer à un mini-jeu, ou remporte des défis dans les arènes. Ouais, en gros, les trucs ultra classiques qu'on voit déjà dans tous les open world du monde. Merci bien. Alors comprenons-nous bien, je ne critique pas du tout le scénario. Je suis pas du tout allé assez loin pour en dire du bien ou du mal. Pareil pour les personnages ou les différents messages qu'il pourrait y avoir. Même pour le gameplay, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais si tu insistes, au bout de 20 heures, tu arrives vraiment à débloquer un maximum de trucs et ça devient vraiment cool. » Ouais, mais je me fais chier au bout de 3 heures. Je vais pas continuer à m'infliger ça pendant 20 heures, dans l'espoir que ça s'améliore. Je suis désolé, mais moi, s'il faut que j'attende 15-20 heures avant de vraiment m'amuser, je vais aller voir ailleurs, parce que j'allume pas ma console pour m'emmerder. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec les open world, en fait. C'est parce que je sais d'office que ça va être une formule à la Assassin's Creed. C'est très grand, c'est très beau, sauf que t'as tellement rien à faire que tu finis par jouer en pilote automatique. Et quand le jeu t'offre des mécaniques qui sont intéressantes et originales, en fait tu vas tellement les faire et les refaire en boucle pendant tout le jeu que au final ça devient répétitif et du coup ça perd tout son intérêt. Pareil, juste l'exploration. Oh mais c'est super grand, tu peux aller où tu veux, t'es libre de... Non, t'es pas libre. Systématiquement, tu as what millions de points d'intérêt qui popent sur ton radar pour te dire « Hey, là il y a un truc intéressant, va voir !» Non, je suis pas libre. Foutez-moi la paix. Que tu me mettes sur le radar l'endroit où aller pour la quête en cours, ça d'accord, ça je peux comprendre. J'ai pas le sens de l'orientation, donc effectivement, avoir un truc comme ça m'arrange. Mais le reste, je m'en fous. Laissez-moi découvrir le monde à ma façon. Je veux découvrir par moi-même ce que le jeu a à m'offrir. Et je veux pas qu'on me plaque un gros point d'interrogation sur la gueule pour me donner envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, si c'est votre kiff de faire la même chose pendant des heures, tant mieux pour vous, je ne vous le reproche pas. Mais moi, pour m'amuser, j'ai besoin de mécaniques qui soient variées. Donc, Horizon Forbidden West, si comme moi, vous en avez ras-le-bol de la formule Assassin's Creed, je vous invite très fortement à l'ignorer. À ma décharge, je savais pas que c'était un jeu Ubisoft. Bon, les reproches sont globalement les mêmes que pour Horizon Forbidden West, c'est très grand, très beau et surtout
très répétitif. Les mobs sont des putains de sacs à PV, hein, je me suis très vite foutu en mode histoire pour donc la difficulté la plus basse, bien sûr. Ça résout un peu le problème, mais bon, même face à des ennemis de votre niveau, espérez pas faire des one-shots. Et alors là encore, les combats sont archi simplistes. Ouais, t'as quelques techniques à débloquer qui sont pas mal, mais enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. De toute façon, dans le jeu, tu ne réfléchiras jamais à une quelconque stratégie, tu te contentes de bourriner comme un teubé jusqu'à ce que ça passe. En fait, la seule difficulté, c'est que les ennemis sont des sacs à PV. On a une quantité considérable de collectibles dans tous les sens, bien entendu. Des cristaux, des plantes, de l'ambroisie, comme d'hab encore. Le principe des crits du tartare est relativement sympa, dans le sens où c'est vraiment une série d'énigmes à accomplir, quoi. Ça. Et comme d'hab, autant je me suis relativement bien amusé pendant une dizaine d'heures, et après... c'est mode automatique, c'est vraiment... bon, allez, on s'y remet. Voilà. Allez, ouais, on avance. Allez, on saute. Allez, on se bat. Allez. C'est ça le mode automatique, hein. C'est vraiment, t'en as plus rien à foutre. C'est... tu joues parce que, tu te dis, faut que je finisse le jeu, mais en fait, t'en as plus rien à foutre, tu t'amuses plus, quoi. Ça... en fait, il y a tellement de failles, de défis, de trucs à ramasser que... t'as juste l'impression de tout le temps faire la même chose. Et comme je dis, ce rythme pendant une petite dizaine d'heures, bon, ça marche. Mais au-delà, c'est juste lourd et répétitif. Ceci dit, au moins, la plupart des failles avaient l'air de s'efforcer de faire un truc différent à chaque fois. En tout cas, sur celles que j'avais fait, j'en avais pas trouvé beaucoup qui se ressemblaient. Prends ça dans les dents, Hogwarts Legacy et tes 5 énigmes de Merlin répétées en boucle une centaine de fois. Le scénario a le mérite d'adopter un ton résolument second degré, ce qui mine de rien a aidé à faire passer pas mal d'aspects plutôt débiles. Il y a quelques vannes qui tombent à plat, mais dans l'ensemble, ça restait plutôt marrant, quoi. Alors par contre, gros souci avec la VF d'Athéna, qui est interprétée par Françoise Cadol, Lara Croft. En fait, le problème, c'est que Athéna a été rajeunie au format enfant, et donc, Françoise Cadol s'efforce d'avoir une voix d'enfant. Sauf que ça marche pas. Ça s'entend que c'est pas son timbre naturel et qu'elle force dessus. Donc, dans ce genre de situation, pourquoi ne pas avoir, je sais pas, sélectionner une doubleuse qui peut vraiment alterner entre la voix adulte et la voix enfantine, soit, tout connement, embaucher en plus une doubleuse enfant ou adolescente qui aurait pu tenir le rôle de la version rajeunie. Bref, grosso modo, l'objectif, c'est de retrouver l'essence des dieux que sont Héphaïstos, Aphrodite, Arès et Athéna. Je commence par Aphrodite, c'est assez long, t'as plein de missions avant de réussir, puis je m'attaque à Arès. Et là, dès la première mission, tu as la possibilité de récupérer l'essence. Oh là, si vite? C'est suspect, ça. Et effectivement, comme par hasard, alors que tu t'apprêtes à la récupérer, tu as un mec qui te la chip sous ton nez, et t'es reparti pour 4 missions de plus. Va te faire enculer. Donc au final, j'ai abandonné après une vingtaine d'heures de jeu, là encore, parce que je m'emmerdais. Tout ce que le jeu te propose en termes de gameplay, t'en as déjà fait 15 fois le tour au bout de 10 heures. Alors au bout de 20, je vous laisse imaginer. Et scénaristiquement, c'est beaucoup trop étiré pour que je me sente impliqué en fait. Au bout de 20 heures, je me rappelais presque plus la plupart des trucs, quoi. Donc le Phénix, je vous déconseille très fortement d'y jouer. C'est extrêmement rare que je perde aussi vite ma hype sur un jeu. Très franchement, le concept du mousseau, c'est-à-dire que tu es seul face à des centaines d'ennemis, mais c'est pas grave parce que t'es un demi-dieu qui peut littéralement envoyer valdinguer 15 personnes en l'air d'un revers de la main. Perso, j'aime bien. Et le fait d'avoir un petit peu upgrade mon PC, donc ce qui fait qu'il était suffisamment puissant pour le faire tourner avec tous les graphismes au max, j'étais content. D'autant que c'est un des rares où tu as vraiment plein de mobs à l'écran et que ça faisait plaisir, quoi. Pour moi, c'est pour ça que j'ai craqué. Je voulais m'amuser avec un truc comme ça. Le truc, c'est que le début est super cool. Vraiment. T'es embarqué dans le système de combat, des techniques et tout. Et puis commence le scénario. Alors, je vais pas critiquer l'histoire en elle-même parce que c'est apparemment ce qui s'est vraiment passé dans le vrai monde de la réalité véritable, avec les turbans jaunes et tout ça. C'est très romancé, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est inspiré de la réalité. Le problème, c'est que j'ai été infoutu de rentrer dedans. Mais genre, vraiment, au bout de quelques heures, t'as tellement de gugus importants qui se sont présentés que je sais plus qui est qui, en fait. Ça parlait du fait que les développeurs ont eu la brillante idée d'ajouter des dialogues hyper importants pendant les batailles. Sauf que c'est pas doublé en VF. Donc il faut lâcher du regard le centre de l'écran pour se concentrer sur ce que les généraux sont en train de se dire. Sauf que quand t'es au milieu d'une mêlée,
t'as pas forcément le temps d'aller regarder ce qui se raconte. Donc très probable que j'ai loupé plein d'éléments importants à cause de ça. Et moi qui en général suis plutôt du genre à privilégier les bons scénarios, à chaque fois qu'il y avait une discussion, j'étais plus en mode oh non mais fermez vos gueules, arrêtez d'essayer de m'expliquer des trucs, laissez-moi les tataner du mob. Sauf que l'autre problème, c'est que le gameplay devient très vite répétitif. Les combats en eux-mêmes, t'as assez peu de combos et t'en as vite fait le tour. Alors tu peux changer d'arme et de combo bien sûr, sauf que t'as pas de raccourci pour le faire. Faut nécessairement mettre sur pause et aller checker dans les menus pour sélectionner ta nouvelle arme et ceci et cela quoi. Ce qui est assez lourd et casse pas mal le rythme. En plus de ça, on incarne un avatar qui n'a pas d'autre personnalité que « Je veux rétablir la paix et retrouver la mémoire !» Ouais, mais c'est chiant. C'est juste chiant en fait. Les choix de dialogue sont une putain d'arnaque, vu qu'ils ne te laissent aucun choix. À un moment, on te pose une question, tu devrais avoir le choix entre répondre oui ou non. Non, là, on te laisse le choix entre oui et oui mais. Waouh! Merci la liberté de choix. C'était vraiment nécessaire de mettre des choix de dialogue dans ce cas. Du coup, c'est complètement inutile vu que tu ne peux faire aucun choix et que ceux-ci n'ont aucun impact. Ah. Pareil, le fait de se balader sur une immense map à enchaîner des missions et tout, ça aurait pu être fun. Mais c'est juste lent, putain! En plus de ça, sur le champ de bataille, parmi les ennemis, tu as régulièrement des hauts gradés, qui sont très souvent les mêmes. Ils n'ont pas été personnalisés pour vraiment être marquants, quoi. C'est vraiment des gugus random que tu affrontes. Ils ont toujours les mêmes patterns, ils ont toujours ceci, ils ont toujours cela. Donc vraiment, c'est... Au bout de quelques heures, j'étais en mode, je me fais chier, je tourne en rond. C'est le problème, c'est que plus vous avancez, plus les niveaux augmentent, et donc les jauges de PV aussi. Et là, vous pigez le problème. Vous devez systématiquement améliorer votre matos pour qu'il fasse le plus de dégâts possible, sauf que même en dépensant une fortune pour acheter les armes les plus puissantes du lot, ça suffit toujours pas. Là, vous avez encore la masse d'ennemis importants qui nécessitent une masse de coups pour mettre un genou à terre, quoi. Et les boss, j'en parle même pas. C'est des sacs à PV x 1000. Et encore une fois, tous ces ennemis-là, ils sont pas durs. Ils sont juste chiants. Alors peut-être que si on m'avait donné la possibilité d'alterner entre plusieurs personnages qui auraient chacun un pattern différent, peut-être que ça aurait rendu le soft moins répétitif. Parce que rester collé au basque de Mister « Je suis l'élu de la paix », c'est juste chiant. Pour finir, j'ai abandonné au bout d'une dizaine d'heures de jeu, mais même pas pour une raison en particulier en plus, c'est juste, j'avais pas envie de m'y remettre. Donc je l'ai désinstallé sans réfléchir, ça doit faire à peu près... Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça doit faire 6 mois je crois celle-là. Et j'ai pas rejoué depuis 6 mois, et j'ai aucun regret quoi, ça me manque pas quoi. Donc encore une fois, c'est la preuve que acheter un jeu neuf plein pot, c'est le meilleur moyen de le regretter si vous aimez pas. Alors, ce jeu est une adaptation vidéoludique d'un jeu de rôle. Mutant Year Zero, vous vous en doutez, alors que j'ai perso jamais testé. Tout ce que je sais, c'est que c'est du post-apo et on incarne des mutants. Le soft, c'est de la stratégie tactique, qui nous fait notamment contrôler 3 personnages, un homme sanglier, un homme canard et une femme avec une corde. Et déjà, il y a un peu une arnaque sur le titre. Quand vous regardez le principal trailer, Selma, la meuf, dispose du pouvoir de changer sa peau en pierre. Sauf que dans le jeu, elle n'a pas ce pouvoir. C'est une compétence du sanglier. Alors, se tromper à ce point entre le trailer et le jeu, c'est assez inquiétant. Alors, on va commencer direct avec le principal problème, la difficulté. En gros, il y a une gestion des niveaux, mais ça n'a pas d'impact sur vos dégâts. Si vous voulez vraiment faire mal, il va falloir trouver un meilleur matos ou améliorer celui que vous avez sous la main. Or, le loot est sacrément rare dans ce jeu, et pas forcément meilleur que ce que vous avez déjà. Quand tu vois que le niveau des ennemis augmente vite, ils peuvent être très nombreux et faire beaucoup de dégâts, c'est frustrant. D'ailleurs, en parlant de frustrant, les mutations, vous pouvez avoir des améliorations passives, genre plus de santé, meilleure portée de lancer, tout ça, mais vous ne pouvez en avoir qu'un nombre très limité. Non seulement vous avez pas beaucoup de pouvoir, mais en plus vous pouvez pas en sélectionner plus de 3 à la fois. Et quand vous voyez le niveau de difficulté, putain les mecs vous abusez quoi. Et en fin de compte, comme d'hab, j'ai abandonné, parce que par un énorme coup de bol, j'avais réussi à battre des ennemis optionnels. Je me dis cool, j'ai un peu de matos, et je suis arrivé au même niveau que les mobs de la route principale qui me bloquent depuis 1 heure. Mais, pas moyen. Ils ont tellement de points de vie, je fais tellement peu de dégâts que... J'ai eu beau me concentrer sur le chaman pour l'empêcher d'appeler des renforts.
j'ai réussi à le buter de justesse. Sauf qu'à ce moment a débarqué le robot infirmier, qui a des stats complètement pétées. Tous mes persos ont concentré leur tir sur lui, ça n'a pas suffi à le tuer. Résultat, il a ressuscité le chaman, qui a immédiatement, même pas de tour d'attente, invoqué des troupes supplémentaires. Alors que j'étais déjà en sous-nombre, et que j'avais perdu énormément de PV, parce que mes persos s'étaient concentrés sur les ennemis les plus chiants. Alors vous allez sûrement me dire, oui mais en fait, il faut d'abord s'attaquer aux ennemis qui sont isolés, de manière à pas faire de bruit et tout, c'est... Bien sûr, c'est ce que j'ai fait, sauf que ça suffit pas. Pour l'exemple, à l'endroit où je suis arrivé, j'avais un boucher, j'ai une classe d'ennemis, qui était isolée. Les bouchers, en gros, c'est... ils ont très peu de résistance, mais ils te font des dégâts de masse au corps à corps. Je n'ai pas réussi à le tuer, alors que mes deux persos, avec des armes silencieuses, ont fait mouche à chaque tir. Sauf que si j'utilise ce troisième perso, à savoir le sanglier, son fusil à pompe fait tellement de boucans que ça alerte toute la zone, et on en revient au même problème. Donc non, à mon sens, le jeu a une difficulté qui est extrêmement mal équilibrée, et quand en plus on sait que les zones déjà explorées, les ressources que vous y avez découvertes, elles reviennent pas. Il y aura pas de nouveaux mobs à faible niveau pour vous entraîner, vous retrouverez pas plus de ferraille, et tu n'as aucune autre zone de ton niveau où aller. Donc, littéralement, j'étais bloqué. Je ne pouvais plus rien faire. Donc non, je vous déconseille très fortement ce jeu parce que, pour moi, le niveau de difficulté est complètement cassé. Avant de me lancer dans Requiem, j'avais décidé de me refaire Innocence, qui était le premier épisode de la série, histoire de me remettre les infos en mémoire, et pour moi c'est un excellent jeu. Un peu rigide sur certains points, il est vrai, mais dans l'ensemble ça reste excellent. Pour ce qui est de Requiem... Déjà, un gros problème que j'ai avec le jeu, c'est la manière dont il sous-entend que tu peux faire des actions différentes pour arriver à tes fins. Notamment avec l'insinuation que selon la manière dont tu joues, discret, agressif ou opportuniste, tu peux débloquer des compétences supplémentaires. Bon déjà, le côté prudent, je sais pas comment on l'améliore, même en évitant de tuer le moindre garde dans une zone, c'est le truc avait pas bougé quoi. En plus, au début, ton binôme va régulièrement te faire des remarques sur le fait que il faut éviter de tuer quoi. Ça plus ça, on est d'accord. Le jeu essaie de te mettre dans la tête, tu peux y arriver sans jamais tuer personne. Sauf que c'est faux. Tu as beaucoup de moments où tu es obligé de buter des ennemis, tu ne peux pas faire autrement. Un point qui m'a pas mal énervé, c'est que le jeu souffre du syndrome Uncharted. C'est comme ça que j'appelle les jeux qui, en fait, vont te vomir une tétratonne de mobs à la gueule, et généralement, quand t'as fini soft, t'as l'impression d'avoir massacré les 3/4 de la population mondiale. Alors déjà que avoir autant d'ennemis dans les séquences d'infiltration, c'est chiant, mais alors, dans les séquences d'action, c'est même plus crédible à force. D'ailleurs, truc qui va bien vous énerver, dans Innocence, on avait une formule chimique à utiliser sur les ennemis casqués. En gros, tu pouvais les one-shot avec ta fronde, en balançant une pierre dans la gueule, sauf que, s'ils avaient un casque, évidemment, la pierre, elle va rebondir. Sauf que tu avais la formule qui te permet de grosso modo les forcer à enlever leur casque pour pouvoir les one-shot juste après. Les développeurs ont dû considérer que ça rendait le jeu trop facile, du coup ils l'ont enlevé. Pour en revenir sur le côté liberté d'action, un des passages qui m'a vraiment fait rager, c'était le cas de l'herboriste. En gros, c'est un mec que tu dois retrouver, il est dans une situation périlleuse, j'essaye 3-4 fois, à chaque fois, ça rate, le mec meurt. Mais bon, moi j'étais encore dans une optique de, s'il y a des choix, des possibilités, des réussites ou des échecs à faire, mais ça continue, le jeu continue quoi, Donc au bout d'un moment, j'en ai marre, je vais mater la soluce. Il est impossible de sauver l'herboriste! Ah ouais. Si j'avais su d'office, je me serais peut-être pas autant fait chier sur le niveau. Passage d'autant plus frustrant que l'objectif de la mission, c'est sauver l'herboriste. J'ai aussi un gros souci avec le système d'infiltration. En gros, vous allez avoir de très grandes zones, avec plein d'ennemis à esquiver, en plus des rats. Alors, vous allez me dire, c'est cool, tu peux faire à peu près ce que tu veux pour passer, Non. Tu peux pas. Le jeu est ultra dirigiste. T'as pas énormément de moyens d'avancer, et tu as certains événements, comme avec l'herboriste, qui te donnent une fausse impression de liberté. Tiens, à un moment, passage d'infiltration, je vois un soldat qui fouille l'intérieur d'une cabane, hein, moi je le vois par la fenêtre, hein, je le vois qui fouille la zone,
Puis il fait demi-tour et il commence à en sortir en disant « C'est bon, j'ai fouillé, il n'y a plus rien à voir ici. » Bah tant mieux, donc je rentre par la fenêtre, je fais aucun bruit ni rien, et le soldat se retourne et revient fouiller. Va niquer ta mère. J'étais à ça que j'ai aucun sens de l'orientation, donc dans des zones aussi grandes, j'étais régulièrement en mode « Mais je vais où, bordel ?» Ensuite, Amicia est plus que limitée dans ses options. Autre exemple qui m'a bien énervé, à un moment, vous arrivez dans une zone remplie à bord de soldats, évidemment, tous autour d'un gigantesque bûcher. Or, dans mon inventaire, je possède 2 sortes de potions à utiliser avec les flammes. Le stupéfatio, qui provoque de la fumée et étourdit les PNJ alentour, ou alors la poix, qui permet de doubler la puissance d'un feu, et donc d'éblouir toutes les personnes qui sont en train de regarder. Est-ce que l'un de ces 2 produits fonctionne sur le grand bûcher? Non! Ou alors, vous pouvez parfois choper des bouts de bois pour les enflammer et vous en servir comme d'une torche, hein, pour vous déplacer tout en éloignant les rats. L'ennui, c'est que, une fois la torche allumée, elle brûle pas indéfiniment. Il y a un moment où elle finit par s'éteindre. Ok. Sauf que quand Amicia tient la torche, elle ne peut plus se déplacer en courant. Elle doit marcher. Donc évidemment, ça prend plus de temps et tu vois ta torche qui se consomme de plus en plus vite. Donc par contre, vous filez le même genre de torche à un de vos compagnons, lui, il peut prendre sa torche, l'enflammer et continuer en courant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aussi, vous pouvez lancer une pierre sur un objet métallique pour détourner l'attention, hein, ok, d'accord. Par contre, juste jeter une pierre contre un mur, ça fait aucun bruit, voilà. Ok, d'accord, bon, pour ça, il vous faut un pot. Sauf que les pots, vous n'en avez pas en nombre infini. Sauf que, contrairement à l'épisode précédent, les pots, ils vous servent pas que à faire du bruit et à attirer l'attention. Ils vous servent aussi pour certaines potions alchimiques. Et donc sont obligatoires pour passer certaines zones. Vous voyez où je veux en venir ? D'ailleurs, beaucoup de fonctionnalités des jeux sont juste trop limitées en fait. Prenons par exemple la séquence qui m'a fait péter un câble au point d'abandonner le jeu, hein, littéralement. À un moment, je dois passer un mur de feu. J'ai un produit pour éteindre les flammes, mais il ne marche pas sur le mur de feu. Pour ça, il faut nécessairement le combiner avec un pot pour que ce soit assez puissant pour que ça marche. Le problème, c'est que je n'ai plus de pot. Ouais, je m'y attendais pas à ça. Donc, il fallait que je retourne en arrière pour aller en chercher un autre. Ouais, sauf qu'il y a une tonne de rats qui m'empêchent de retourner en arrière. Je choisis donc d'utiliser l'épisanguis, qui permet d'attirer les rats dans une zone. J'en balance un à droite, ça enlève des rongeurs, mais il y en a toujours trop. Ok, j'en balance un autre à gauche, ça enlève des rongeurs, mais il y a toujours une grosse masse au centre. Donc en gros, je ne pouvais plus ni avancer, ni retourner en arrière. Le seul moyen de continuer, c'était de recharger une partie. Eh va te faire foutre, j'en ai marre. En fait, tout le jeu a le cul entre deux chaises. Il essaye d'avoir l'air ultra ouvert, mais en fait, il est archi-dirigiste. Ça veut pas dire qu'un jeu linéaire est mauvais. Le premier épisode, il était linéaire, mais pourtant il était très bon. Mais parce que justement, il assumait d'être totalement linéaire. Mais le fait d'avoir un environnement ouvert avec une protagoniste qui, en fin de compte, a pas tant de caractéristiques pour y faire face, ça rend juste la progression frustrante. Et enfin, pour ce qui est du scénario, beaucoup de trucs sont très forcés, voire mal écrits. Genre, pendant la première partie du jeu, on va se taper un chef ennemi dont les hommes vont nous harceler pendant une bonne partie du jeu. Et quand je dis nous harceler, c'est nous menacer, nous et notre famille, c'est nous torturer, essayer de nous tuer de toutes les manières possibles et imaginables, sauf qu'à un moment, votre ennemi et vous devez vous associer. Et l'héroïne accepte extraordinairement vite. Oui, elle fait un peu la gueule au début, mais elle accepte quand même vachement vite de s'associer à un mec qui l'a torturé, qui a menacé de la tuer et de tuer sa famille. Et un peu plus tard, on apprend que, désormais, les mercenaires du premier emmerdeur, ils sont remplacés par les soldats du comte. Évidemment, vous pensez pas que le jeu allait vous foutre la paix non plus. Puis, on réussit à embarquer sur une île qui est quasiment mystique, hein. Les plus grands alchimistes, ils sont en mode, on n'est même pas sûr de son existence. Eh dis donc, pas de bol! Cette île, elle est justement la propriété du comte qui nous fait chier depuis tout à l'heure. Oh, le monde est tellement petit! Pour finir, j'ai abandonné au bout d'une douzaine d'heures de jeu, quoi. Je m'étais retrouvé bloqué face au mur de feu. Je pouvais plus rien faire. J'ai fait allez, nique ta mère. Là, ça plus le scénario qui est prévisible à mort. En plus de faire régulièrement cahier des charges à outrance, c'est non. Considérez que Plectel Innocence est le seul épisode de la saga et ignorez celui-là parce que il a juste été conçu dans l'optique de faire plus grand. Sauf qu'il a oublié d'adapter le gameplay en conséquence.
et n'a pas beaucoup réfléchi à son scénario. Donc pour moi, c'est un très mauvais jeu, et surtout une très mauvaise suite. Et je vous déconseille d'y jouer. Oh putain de merde. Vous savez, en soi, le jeu est pas extrêmement mauvais au point de mériter d'être qualifié de bouse, hein. Le problème, c'est que la licence Mafia, j'en suis fan. J'en ai fait une chronique vidéoludique d'ailleurs. Elle commence un peu à dater, mais je vous invite quand même à aller la voir. Quand ce préquel a été annoncé, j'avoue que j'étais intéressé mais sans plus, quoi. Disons qu'en cette période, voilà, même quand t'as des bons jeux vidéo qui sont annoncés à l'avance, voilà, tu restes assez méfiant tant que t'as pas vu le résultat final, quoi. Puis est arrivée une news de développement, nous apprenant que le studio, chose très étonnante pour notre époque, s'était complètement désintéressé de l'idée de faire un open world, pour se concentrer sur un jeu plus linéaire. Et ça m'a hypé. Parce que à la base, les jeux Mafia sont des jeux linéaires. Avec une grande map, ça on est d'accord, mais c'est des jeux linéaires. Et ça cherche pas à être autre chose, c'est vraiment focalisé sur l'histoire et rien d'autre. Et aussi parce que, bon bah vous l'avez compris depuis le début du flop, hein, les open world modernes, ça commence juste à me gaver. Du coup, à partir de là, j'ai tenu à rester en retrait de tout ce qui était trailer et tout le reste, quoi. Je voulais vraiment découvrir le jeu et me manger, peut-être pas la claque de l'année, mais au moins avoir une excellente surprise, quoi. Eh bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Nous allons incarner Enzo Favara, jeune Sicilien se faisant embaucher par la famille Torresi au tout début du XXe siècle. Le jeu nous promettait une ambiance à l'ancienne, hein, typique du premier jeu de la série, et un point que j'ai trouvé effectivement très original, c'est de nous offrir une vision vraiment ancestrale de la mafia. Donc exit tout ce qui est ville, building et tout le reste, on reste dans un environnement qui est majoritairement campagnard, d'où la présence des chevaux qui sont un peu plus présents que les voitures, à l'époque normale. Et comme je l'ai précisé, hein, même si on dispose d'une très grande map sur laquelle on peut voguer un peu à notre guise, ce n'est pas un open world. C'est pas un monde ouvert. Alors vous avez bien quelques spots intéressants où aller dépenser votre argent pour dans les voitures, dans les fringues, dans les armes, voilà, ce genre de choses. Le reste, c'est mission principale et rien d'autre. Ce qui déjà me pose un petit problème, puisque le titre, comme pour n'importe quel open world, va vous demander de traquer des collectibles. Alors rien de transcendant, et si ça avait été un truc unique, genre les magazines de Playboy dans Mafia 2, voilà, j'aurais dit bon, ça va, c'est juste pour l'ambiance, pour l'histoire, ok, c'est pas un problème. Sauf que là, il faut rapporter des espèces de pièces anciennes qui te rapportent du fric, des sortes de renards empaillés, des breloques religieuses, ainsi que des cartes de saints. Pourquoi faire ? Sérieusement, les journaux encore, je dis pas, hein, c'est un moyen de t'informer sur le contexte de l'époque, c'est pas de problème. Mais le reste, à quoi ça sert ? On aurait pu zapper tout ça, que ça aurait rien changé à l'intrigue. Bon, ça c'est juste un point que j'ai trouvé nul, mais sans plus. Puis vient le reste du gameplay. Bon déjà, alors, là c'est peut-être qu'une impression, hein, mais j'ai eu la sensation que les voitures dans Old Country allaient beaucoup plus vite que les bagnoles dans le premier Mafia, qui est censé se dérouler 30 ans plus tard, hein, je rappelle. Bref, quel est mon problème avec le gameplay ? En soi, c'est un jeu linéaire d'une dizaine d'heures, donc j'ai pas eu de soucis à enchaîner les gunfights, les sessions d'infiltration et tout le reste, sans être en pilotage automatique. Sauf que toutes ces séquences sont exactement les mêmes que vous pourriez trouver dans un open world actuel. Y a rien d'original. Prenez un exemple, les gunfights. Tu compares à ceux du premier jeu. Oui, dans le premier jeu, c'était archi dur, c'était archaïque, mais il y avait une âme, il y avait vraiment, tu avais la sensation que voilà, c'était vraiment la patte du jeu. En gros, ces gunfights-là, ils avaient une identité propre. T'avais vraiment l'impression que dès que t'étais aux commandes, bah, c'était un gameplay qui avait une patte. Imparfaite, on est d'accord, mais ça marque. Ce qui n'est pas le cas dans Old Country, où c'est littéralement le même genre de gunfight que tu retrouves dans n'importe quel open world. Je vous jure, vous faites la comparaison, c'est pareil. Ajoutez à ça que, désormais, votre personnage peut fouiller les cadavres, histoire de récupérer du fric, des grenades, des armes, des munitions, voilà, tout ça, ce qui est très dommageable pour l'attention du jeu. Alors, excusez-moi de faire sans arrêt des comparaisons, mais en même temps, c'est Old Country qui a voulu se mettre au niveau de l'original. En gros, dans le premier titre, pendant un gunfight,
Oui, tu pouvais choper les armes de tes ennemis pour récupérer leurs munitions en somme. Mais c'était tout. Juste les armes par terre et ça prenait un clin d'œil pour les récupérer. Là, dans Old Country, tu leur fais littéralement les poches. Et le problème, c'est que même si tu es au milieu d'un bâtiment en feu, que tu dois courser un mec pour le rattraper, tu peux prendre tout ton temps pour fouiller les cadavres et te charger à bloc. Ça n'a aucun impact sur l'intrigue. Tu n'es jamais incité à te presser, même pas dans les séquences où tu devrais. Franchement, j'étais tombé sur un article de jv.com, je crois, qui disait que Old Country était revenu à un gameplay plus tactique. Je veux bien qu'il me montre où est le côté tactique là-dedans, hein, parce que à part la tactique habituelle du tu te mets à couvert, tu tires et tu te planques pour recharger, en quoi c'est tactique ? Franchement, j'ai pas réfléchi une seule seconde de tout le soft. Tu te contentes d'avancer, tu te planques entre deux tirs et c'est marre. Ça va pas plus loin. Franchement, si vous voyez ce qu'il y a de tactique dans ce jeu, je veux bien que vous me l'expliquiez. Quant à l'infiltration, là encore, c'est très classique et simpliste en fait. Rien que la mécanique pour planquer des corps, qui est déjà très marrante en soi parce que ton perso ne peut pas s'empêcher de gueuler à mort à chaque fois qu'il soulève un cadavre, c'est très discret mon vieux. Mais surtout, tu peux les cacher uniquement dans les coffres. Tu n'as aucune autre planque. Ah clairement, Old Country va pas faire de l'ombre à Hitman là-dessus. Hein. Mais je pense que l'élément le plus chiant, ça reste les duels au couteau. Au début, on nous apprend qu'on peut parer, esquiver, faire les attaques lourdes, voilà, ça avait l'air plutôt sympa, donc j'avais un peu d'espoir. Mais non. C'est juste répétitif, c'est trop long pour ce que c'est, et systématiquement, quand t'arrives à 50% de la life de ton ennemi, tu as une cinématique qui te pète le rythme. Et ce genre de duel, c'est hyper régulier, je crois que t'en as au moins un par chapitre. Et les chapitres, justement, je pense que tu mets à peu près 1 heure pour en finir un, quoi. Ça. Mais en soi, si j'avais juste dû noter le jeu sur son gameplay, au pire, je l'aurais mis dans les bofs. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça aurait été dans du niveau de la plupart des AAA actuels, quoi. C'est sans aucune originalité. C'est pas original, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf, et c'est suffisamment court pour qu'on n'ait pas le temps de se lasser, en fait. Sauf qu'il faut aussi compter le scénario. Et là... Déjà, l'histoire est basique. J'ai entendu des gens, je vous jure, j'ai entendu des gens dire que c'était un retour aux sources, que c'était une intrigue digne des plus grands films de mafieux. Putain, vous êtes pas exigeants. Je vous jure, il y a tellement de passages qui sont mais ultra prévisibles. Genre, mini spoil, pratiquement dès le début, le héros tombe sous le charme de la fille de Don Tolisi, hein, votre patron donc, dès l'instant où ils se sont croisés. Le cheminement de l'histoire s'est fait dans ma tête. Le héros va grimper dans la hiérarchie, il va coucher avec la meuf, son patron va s'en rendre compte, ce qui va causer sa déchéance et le forcer à fuir la mafia. C'est exactement ce qui se passe! Quand je vous dis que c'est prévisible as fuck, mais il y avait des séquences, tu vois venir les retournements à 10 km. Si pour vous, ça, c'est un des meilleurs scénarios sur la mafia, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Même moi, qui n'ai pas vu une infinité de films du genre, j'ai eu droit à beaucoup mieux, quoi. Le problème suivant, c'est la conséquence de la prévisibilité du scénario sur le gameplay. Alors, quelques petits exemples, hein. Vous avez régulièrement des séquences d'infiltration. Parfois, vous n'avez pas le droit d'être repéré sous peine de game over. Sauf que systématiquement, quand vous arrivez à votre objectif, bam! L'alerte est donnée et vous devez affronter tous les gardes de la zone. C'était bien la peine de me casser le cul à être un putain de fantôme! Autre exemple, le cas de l'ennemi mortel du héros, Il Merlo, dont la survie est abusivement étirée pour le faire durer le plus longtemps possible. Exemple, l'épisode du baptême où il va jouer les snipers. On te fait infiltrer dans la tour où il est planqué et tu pourrais mais tellement facilement juste arriver derrière lui, lui trancher la gorge et zou, c'est fini. Sauf que pratiquement dès le moment où on me fait entrer dans la tour, j'ai deviné ce qui allait se passer. Au moment où tu vas arriver derrière lui, il va te repérer, il va s'enfuir pendant 30 minutes pour au final te forcer à l'affronter dans un duel en 1 contre 1. Et là encore, c'est ce qui s'est passé. Genre, plus tard, j'insiste, hein, on l'a poursuivi en bagnole et il s'est visiblement crashé. C'est là que ton pote te dit « Va vérifier s'il est bien mort !» Immédiatement, je me suis dit « Non, il n'est pas mort, il va surgir par surprise pour un combat final. »
C'est ce qui s'est passé. Et tout ça, là encore, ça aurait pas autant posé problème s'il n'y avait pas eu une telle différence de ton entre ton perso dans le jeu et dans l'intrigue. Dans le gameplay, ton avatar est une machine de guerre. Je me suis jamais fait repérer, j'enchaînais les headshots, et j'étais un bretteur quasi intouchable dans les duels. Mais à chaque fois qu'arrivaient les cinématiques, non seulement les combats devenaient mous as fuck, mais en plus ton perso se fait régulièrement victimiser et mettre à terre, alors que tu domines la situation depuis quasiment le début du jeu. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était obligé de nous filer un perso avec aussi peu de charisme? Non, sans déconner, le perso est un petit minet qui n'a pas le 10e de charisme de son entourage. Bernardo Torrisi, il transpire la puissance. Luca Trapani, il est classe. Même Cesare, il est très cool dans son évolution. Mais Enzo Favara, il a quoi d'intéressant ce mec? Alors vous allez dire, ouais, mais sur la cover du jeu, le mec il a l'air assez classe, balafré et tout, cette cover est un mensonge. Voilà. À aucun moment le héros n'est aussi badass que sur cette image. Et la cicatrice, censée être la marque de son intronisation dans la famille, elle est invisible pendant tout le jeu. Dernier point qui m'a profondément agacé, ce sont les très nombreuses interjections italiennes. En gros, au moins une fois par phrase, un perso va parler italien. J'anticipe déjà la critique du « oui, mais c'est normal, on est en Sicile, tout le monde parle italien », c'est justement, tout le monde parle italien. Donc, soit on met toutes les voix en italien et on se concentre sur des sous-titres entièrement traduits, soit on double dans une langue entièrement différente pour donner l'impression que on comprend l'italien comme si c'était notre langue maternelle. Dans un choix comme dans l'autre, c'est pas logique de leur faire avoir des expressions purement italiennes alors qu'ils sont censés parler en italien. On va prendre un exemple. Je suis un personnage de jeu vidéo qui se déroule en France et je parle en français. Comment voulez-vous que je vous dise des expressions en français puisque elles sont déjà en français? Et du coup, si quelqu'un vient me doubler ma voix en anglais, il va pas donner des expressions françaises juste pour dire « vous voyez, c'est du français, ah !» Mais si je dois sortir des mots en français, laisse-moi entièrement parler en français, du con. Alors, dans Mafia 1, il y avait quelques expressions italiennes. Et ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce que les persos étaient en Amérique, que la langue principale qu'ils parlaient était l'anglais. Donc, ceux dont l'italien est la langue maternelle, effectivement, ils avaient tendance à laisser sortir quelques expressions de leur cru. Et même là, t'en avais une ou deux par chapitre, pas plus. Là, c'est juste, t'entends tellement souvent parler en italien, c'est pourquoi vous avez fait un doublage français dans ce cas? Alors, j'aime bien la VF, je trouve que les doubleurs sont bons dans leur rôle, mais à force de les entendre sans arrêt parler en italien, j'étais en mode, mais arrêtez, c'est juste pas la peine. Putain, ça me redonne des mauvais souvenirs des Assassin's Creed avec Ezio Auditore et... Oh putain. C'est encore un Assassin's Creed dans la Mafia. Private joke, dans l'analyse que j'avais faite sur Mafia 3, j'avais remarqué que le gameplay, c'était purement un gameplay à la Assassin's Creed. C'est pour ça que j'avais dit, Mafia 3 est un Assassin's Creed dans l'univers de la Mafia. Et là, je réalise que c'est pareil en fait. Je suis même en train de me dire que il y a de plus en plus de gens qui râlent contre les open world. Je suis pas le seul, regardez la vidéo du JDG si vous me croyez pas. Parallèlement, les jeux AAA, ils coûtent de plus en plus cher. Et si la volonté de faire de The Old Country un jeu linéaire, c'était justement pour pallier à ça. Ça n'était pas pour se rapprocher du style du premier épisode, mais dans l'espoir de lancer une nouvelle mode. Une où il n'y aurait plus besoin de coder une infinité de missions inintéressantes pour remplir une map 15 fois trop grande. Et pour s'assurer des ventes records, on fait une histoire extrêmement bateau pour que ça plaise à un maximum de gens, avec un beau gosse sans véritable personnalité à incarner, et avec un grand nombre d'expressions italiennes qui rappellent les Assassin's Creed les plus appréciés de la saga. Alors c'est qu'une théorie, je dis pas le contraire. Mais je pense pas qu'elle soit à prendre à la légère. Si jamais The Old Country est un succès commercial, je suis prêt à parier que les prochains AAA vont adopter le même modèle. Quoi qu'il en soit, est-ce que je vous conseille Mafia The Old Country? Certainement pas. Si éventuellement vous voulez quand même le tester, attendez que son prix soit descendu sous la barre des 10€. Franchement, ça vaut pas le coup sinon. Parce que franchement, il y a rien qui le distingue de la masse. Oui, c'est beau. Oui, l'environnement est dépaysant. Mais en soi, il n'y a pas grand chose de plus. Donc, dépenser 50€ pour ça, même si vous êtes un fan hardcore, ça vaut pas le coup. Pour être franc, après avoir terminé, quelques semaines après avoir terminé Old Country,
je me suis relancé une partie de Mafia Definitive Edition, donc vraiment le remake du premier épisode. Ce remake est infiniment supérieur à Old Country sur tous les points. Après, la critique est finie, hein, je précise. J'avais discuté avec un de mes potes de mon ressenti sur le jeu, et on avait discuté sur ce qui, à nos yeux, pourrait faire un bon opus sur la saga Mafia. Et perso, je lui ai dit que ça aurait été intéressant d'avoir un épisode intégralement axé sur l'univers criminel, mais dans un style plus proche de Mountain Blade. En gros, une map assez grande, hein, où tu déplaces ton perso, et pour certaines missions, tu peux agir directement en contrôlant ton perso, donc vraiment vision à la troisième personne, pour les combats, pour l'infiltration, ce genre de choses. Avec justement ton avatar qui commence tout en bas de l'échelle, donc vraiment le goon de base, à qui on refile les tâches ingrates, puis plus il prend du galon, plus il va gagner en importance, pour pouvoir ouvrir ses propres trafics, voire carrément fonder sa propre famille. Et une fois que c'est fait, tu peux recruter des hommes, et les envoyer en mission, soit dans des trucs voilà qui se font avec des probabilités, soit avec un système de stratégie tactique, un peu à la XCOM. Comme ça, une fois que t'es Big Boss, bah c'est plus à toi de gérer les tâches de base. Et ça, ce serait une intrigue à faire s'étaler sur 20 ou 30 ans. Pas sur une poignée d'années comme l'ont fait les derniers épisodes. Rendez-vous compte, Tommy Angelo a passé 8 ans dans la mafia. Vito Scaletta, en tout, c'était moins d'1 an. Lincoln Clay, pareil, c'était moins d'1 an, même si lui, bon, il a continué après la fin du jeu. Et Enzo Favara, même en étant le plus gentil possible, il a pas passé plus de 3 ans. Je suis désolé, mais pour moi, ça fait vraiment trop court. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur mes pires expériences vidéoludiques de l'année. Alors j'admets, 2025 c'est pas l'année la plus catastrophique que j'ai pu expérimenter en termes de gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à me retrouver dès demain pour le top des jeux vidéo de 2025. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Donc si ça vous intéresse, Égitez, oui, bien sûr. Après les gitans, les égités, oui. Mais soyez avertis que le final du jeu, bah, il va vite sortir les gangbox parce qu'il trouve que vous avez gagné. Ne serait-ce que mieux me prendre pour la... Mais également la santé mentale, particulièrement mise à mal par les nombreuses hallucinations qu'il ne faut absolument pas... Mais le fait est que le seul fait... Et encore, il te faut des ressources ultra rares avant de pouvoir... Et encore, il faut des ressources ultra rares avant de pouvoir relancer des shreds. Je vais pas y arriver. C'est bon, je suis suffisamment frustré comme ça dans la vie, j'ai pas besoin de l'être en plus dans les vues. Eleven's Beat. Et enfin, sachez que pour un jeu de rôle... Merde, pas un jeu de rôle. Et enfin, sachez que pour un jeu de... Ça s'entend que c'est pas son timbre naturel et qu'elle force dessus. Ça s'entend que c'est pas fonce... Un point qui m'a pas mêlé. Et donc, sont obligatoires pour passer certaines zones. Et donc, sont obligatoires pour passer certaines zones. Et il n'a pas beaucoup. Sauf qu'il n'a pas adapté le gameplay en conséquence. Et n'a pas beaucoup réfléchi à son... Sauf qu'il n'a pas adapté son... Quand ce préquel a été annoncé... Ah, peut-être que je ferme les rideaux quand même, c'est là. Ah oui. Évidemment que t'as un reflet dans la gueule, du coup on t'avait laissé la fenêtre ouverte. Il y aura certainement un faux raccord lumière, rien à foutre. Hein. De toute façon, il y a des faux raccords partout dans mes tournages alors. Alors, rien de transcendant, et si ça avait été un truc... C'est quoi si je mets ça, Oh la vache, putain. Et mine de rien, ça éclaire bien. Hein. Je vais mettre comme ça, tiens, ça... Ouais, je le sais, tiens. Bon, ça fait peut-être un peu d'ombre là. Hop là. Ici t'es mieux. Non, tu vas pas tenir. Chier. Hop là, et là tu tiens. Oui, là ça tient. Voilà, et puis ça me fait moins d'ombre sur le côté là. Ça...
encore un fort accord. Tu peux prendre tout ton temps pour fouiller les cadavres. Même moi qui ai pas vu une infinité de films du genre, je voyais très Même moi qui ai pas vu une infinité de films de genre. Alors, j'ai un chat sur les genoux, donc ça va être compliqué de bouger là. Oui ma douce, voilà. Je sais pas si je peux le montrer avec la caméra là, comme ça. Hop. Ah, dis bonjour Mélusine. Alors faut le recadrer, allez. Hop là. Voilà, ça merde. Ok. Alors, flop jeux vidéo 2025, dernière, j'espère. Pardon ma fifi. Du faire mal aux oreilles là. Salut Mowgli. Comment tu vas mon pépère? Ah bah allez, hop, on va... Ouais non, je me proche pas de là où il y a la piotte, hein. Attends, hop. Déjà qu'on doit partager le lit, ça me plaît pas. Mais il a pas le 10e de présence de son entourage. Ça va Mowgli? Même Cesare, il a une bonne évolution. Mais alors... Bah alors elle est invisible. Donc, soit on met les voix en italien, et du coup on se concentre sur les sous-titres. Donc, soit on met les bains... et on se concentre sur des sous-titres entièrement dans ta langue, et on se concentre sur les sous-titres entièrement traduits, et on se concentre sur des sons... C'était purement du gameplay Assassin's Creed. J'avais remarqué que le gameplay, bah, c'était purement du gameplay Assassin's Creed 3. Je vais essayer de descendre un petit peu la lampe, hein, histoire qu'il y ait un peu plus de place et que ça éclaire mieux du coup. C'est mieux quand même. Ça... Bon, il aura le reflet dans la lunette, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui comme... Non, là c'est trop par contre, la lumière elle est trop forte. Et pourtant il est au minimum, hein. Comment je peux faire? Ah! En le mettant là-haut peut-être? C'est peut-être mieux. Ouais. Oui, ça passe aussi. Je suis même en train de me dire que il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui commencent à râler sur... Non, ça passe pas non plus. Hop, je vais le mettre là, et puis au contraire, je fais augmenter la luminosité. Ah là, c'est trop de luminosité. Fait chier. On va dire que c'est bon, hein, ça. Parallèlement, les jeux AAA coûtent de plus en plus cher. Oula, c'est pas... Il est déséquilibré, là. Pas complètement droit. Voilà. Pour remplir une map 15 fois trop grande. Pour le top des vidéos.